Merci Édouard de me donner l'occasion d'être avec vous ce soir ici à Genève. Ça me fait bien plaisir. Quand j'étais petit, j'assistais au séminaire des archives Piaget. Je trouvais que les intervenants, la plupart du temps, étaient assez vieux. Eh ben, le temps qui passe, c'est comme ça. Hein. Ça me fait très plaisir aussi de voir Annick de Ribaud-Pierre. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc, merci Édouard aussi pour me donner l'occasion de revoir Annick. Ça me fait bien plaisir. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de la culture sur la compréhension des émotions. Je vais essayer d'échanger avec vous sur le sujet. C'est vraiment un sujet sur lequel on travaille dernièrement. Donc c'est en voie de développement. C'est pas du tout un travail fini. Il y a certaines données que je vais vous présenter qui n'ont pas été encore publiées. Donc j'espère qu'on va pouvoir dialoguer autour de ça. Je vais commencer par vous introduire au concept de compréhension des émotions, une définition. Ensuite, je vais vous donner une espèce de résumé de 40 ans de recherche sur le développement de la compréhension des émotions. Donc ça a commencé bien avant moi. Ensuite, je passerai rapidement sur les travaux qui montrent qu'il y a des différences individuelles dans le développement de la compréhension des émotions. Je parlerai aussi avec vous de certaines des causes de ce développement et de ces différences individuelles et aussi un résumé des travaux qui essaient d'étudier la conséquence de la compréhension des émotions. J'aurai pas le temps, par contre, de discuter tous les travaux maintenant qui sont en train d'émerger sur comment aider les enfants à développer leur compréhension des émotions du fait que le temps est limité. Et la partie principale sera sur l'impact de la culture sur la façon dont l'enfant conceptualise, pense les émotions. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me le dites tout de suite. J'ai plus trop l'habitude de parler en français, donc je vous prie de m'excuser pour tous les néologismes que je vais avoir la malchance de prononcer de temps en temps. Donc commençons par la compréhension des émotions. Il y a plusieurs façons de le définir. Je vais commencer par une définition dite conceptuelle. C'est pas la seule, mais c'est celle que j'utiliserai durant cette lecture. La compréhension des émotions est un groupe de savoir, de connaissances, de croyances, d'idées sur la nature, les causes et les conséquences des émotions. Donc c'est quelque chose d'extrêmement déclaratif. Ça peut porter sur les émotions de base, comme la joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise, le dégoût, mais aussi sur des émotions plus complexes comme la fierté, la culpabilité. Elle peut porter aussi cette compréhension sur des émotions mixtes, parce que la plupart du temps, on ressent de l'ambivalence, on peut être à la fois content et triste. Cette compréhension porte aussi sur des émotions plus sociales, plus réflexives, et aussi sur des émotions qui sont apparentes, visibles d'un point de vue extérieur, mais aussi sur les émotions ressenties par l'individu dans le soi et chez les autres. Donc c'est une définition extrêmement déclarative de la compréhension des émotions. La compréhension des émotions, c'est la dimension déclarative de l'intelligence émotionnelle, de la compétence émotionnelle qui a deux parties. Une partie procédurale qui est relatée à la capacité à sentir, exprimer, reconnaître, contrôler et réguler les émotions, et une partie plus déclarative qui est la capacité à comprendre. Cette capacité à sentir, exprimer, reconnaître, contrôler et réguler les émotions. Donc c'est un phénomène réflexif qui porte sur la dimension procédurale de l'intelligence émotionnelle. La compréhension des émotions, elle peut être aussi définie comme la partie cognitive de la théorie de l'esprit. Je pense que vous êtes familier avec le concept. Il y a une dimension qui porte sur la dimension cognitive de l'esprit
et on appelle ça la théorie de l'esprit au sens strict. Il y a une partie qui porte sur la dimension plus affective et émotionnelle de la théorie de l'esprit, on appelle ça la compréhension des émotions. Mais le concept méta, aujourd'hui, c'est le concept de théorie de l'esprit. Bien sûr qu'il y a d'autres définitions, il y a d'autres terminologies. Je sais que Klaus Scherrer, il utilise le terme de emotional knowledge, connaissance émotionnelle, méta-émotion, conscience émotionnelle. Il y a tout plein de terminologies différentes. C'est toujours le même exercice en psychologie. Il y a tout un travail de déblayage à faire. Mais aujourd'hui, je serai assez systématique. J'utiliserai le terme de compréhension des émotions tout le temps. Là, j'ai essayé de résumer un petit peu avec une image ce que j'ai voulu dire. Donc, ici, vous avez les émotions de l'individu. Ici, vous avez les émotions de l'autre, la pensée de l'autre, la pensée de l'individu. La compréhension des émotions, c'est les idées qu'on se fait sur les émotions de l'autre, mais aussi sur ses propres émotions. Donc, aujourd'hui, moi, je vais parler de ça. De l'idée que l'individu, des croyances que l'enfant, de la mentalisation par l'enfant de ses émotions et des émotions d'autrui. Une autre façon de définir les émotions, c'est une façon plus méthodologique. Quand on demandait je sais pas comment on prononce, Boring, qu'est-ce que c'est l'intelligence? Sa réponse était ce qu'un test IQ mesure. Tu me diras, c'est correct, Annick? Une forme de boutade. Qu'est-ce que la compréhension des émotions? C'est ce que le test de compréhension des émotions mesure. C'est juste une boutade, bien sûr. Maintenant, je vais vous introduire au test de compréhension des émotions qu'on a développé avec Paul Harris, d'abord à Oxford et ensuite à Harvard. Il est distribué aujourd'hui par un publisher qui s'appelle Frankfurt Communication à Lausanne. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez l'approcher. Donc, la version que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la version 2 du texte qui comprend 12 composantes centrales. Elles sont divisées en 3 catégories. Les 4 premières composantes sont en rapport avec la compréhension de la nature des émotions, la capacité à reconnaître les émotions de base, par exemple en regardant des visages. On regarde si l'enfant est capable d'identifier la joie, la tristesse, la peur, juste en regardant des expressions faciales sous la forme de dessins. Je vais vous donner des exemples. La compréhension de la nature mixte des émotions, c'est la capacité à comprendre qu'on peut ressentir en même temps 2 émotions de valences différentes. Par exemple, si vous avez perdu votre petit chien et que ce petit chien revient, vous allez être en même temps content parce qu'il est revenu. C'était le petit chien que vous aimiez beaucoup, mais il lui manque une patte. Donc ça va provoquer aussi des émotions négatives. Mais vous ressentez en même temps ces 2 émotions. Quand vous allez au Luna Park, il suffit de voir la tête des gens qui sont à la fois excités, contents et effrayés. Donc on essaie de mesurer comment l'enfant comprend la nature mixte de certaines émotions. La 3e composante, c'est comment l'enfant comprend la culpabilité et la fierté, des émotions morales et réflexives. Et la 4e composante, c'est comment l'enfant comprend la différence entre l'apparence et la réalité des émotions, entre ce que tu montres et ce que tu ressens. Une chose que je dois insister, c'est que là, ce dont on parle, c'est comment l'enfant comprend ça. C'est pas la capacité de l'enfant à cacher ses émotions. L'enfant est capable de simuler des émotions dès l'âge de 2-3 ans, et même peut-être avant, mais il lui faut encore comme quelques années avant de pouvoir comprendre la différence. De la même façon que tout le monde dans cette pièce est capable de marcher à 4 pattes, je pense que la plupart d'entre vous auraient de la difficulté à décrire la séquence exacte des mouvements de vos genoux et de vos mains. Le 2e groupe, c'est le groupe principal, qui essaie de mesurer comment l'enfant comprend certaines des causes des émotions, par exemple l'impact de changements environnementaux sur les émotions,
Quand tu reçois un cadeau, comment tu te sens? Quand tu es poursuivi par un monstre, comment tu te sens? Quand tu regardes ton petit poisson qui est mort, comment tu te sens? La composante suivante, c'est comment l'enfant comprend le fait que deux individus dans la même situation vont ressentir des émotions différentes parce qu'ils ont des désirs différents. Donc ça, c'est une composante extrêmement importante qui permet à l'enfant de comprendre l'impact des désirs, de la frustration, des désirs assouvis et non assouvis sur les émotions. Ensuite, la composante suivante que je vais vous présenter un peu plus en détail dans quelques minutes, c'est comment l'enfant comprend l'impact des croyances sur les émotions, que ces croyances soient vraies ou faux. La composante suivante, c'est comment l'enfant comprend l'impact des souvenirs sur les émotions, le fait que quand tu regardes, par exemple, la photo d'un être aimé qui est disparu il y a quelque temps, simplement en regardant cette photo, ça peut te provoquer des émotions assez intenses. La composante suivante, c'est comment l'enfant comprend qu'il est possible de réguler les émotions au moyen de stratégies dites cognitives, comme penser à autre chose, penser à quelque chose de positif, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et la suivante, c'est comment l'enfant comprend qu'il est possible de réguler des émotions aussi en utilisant des stratégies sociales, demander de l'aide de l'autre ou comportementales, aller courir pour réguler des émotions déplaisantes. Et finalement, la dernière composante du deuxième groupe, c'est comment l'enfant comprend l'impact de la culture sur les émotions. Comment deux enfants qui sont dans la même situation vont réagir de façon émotionnelle très différente parce qu'ils viennent de cultures différentes. Et la dernière composante est en rapport sur comment l'enfant comprend l'impact des émotions sur la cognition, sur les performances scolaires. Donc ça, c'est par rapport au TEC 1, certains d'entre vous connaissent le TEC 1, il y a 3 composantes additionnelles. Donc le TEC 1 est inclus dans le TEC 2, on a juste étendu le TEC 2 un peu, pas beaucoup parce que un des aspects positifs du TEC, c'est qu'il est très facile à faire passer et il est utilisable très rapidement. Donc le TEC, c'est 2 notebooks, brochures. Il y en a une pour garçons, une pour filles. Donc maintenant on me fait remarquer que c'est très cisgender. Donc il y a la possibilité de mélanger les images. Je ne sais pas si ça en fait un transgender instrument, mais en tout cas ça le permet d'être un peu plus neutre sur le plan du genre. On peut choisir toutes les images d'enfants qui ont les cheveux courts, ce genre de choses. On utilise ça, c'est aussi un point important, exactement la même méthode avec les enfants de 2-3 ans et les enfants de 11-12 ans, ce qui permet vraiment de comparer les changements au cours du temps. On n'a pas encore mis en place des procédures de démarrage comme avec le TROG ou ce genre de test où tu commences en fonction de l'âge de l'enfant à la composante 4 par exemple. Mais l'idée ce serait de développer des méthodes comme ça et quand l'enfant échoue 3 composantes de suite, on arrête la mesure. Mais on n'en est pas encore là. C'est un test qui est assez engageant pour l'enfant, c'est des petites histoires, je vais montrer des images. Il est très rapide à administrer, entre 20 et 30 minutes, et ça inclut le coding, parce qu'il est minimal. Il est facile, rapide à utiliser, et très facile aussi to score, à évaluer, comment dit-on ça? À coder, voilà, à coder. On peut le faire par cité individuelle, la plupart des gens l'utilisent individuellement, mais il y a aussi les gens qui l'utilisent en groupe avec des PowerPoint à partir de l'âge de 7-8 ans. On peut le faire passer en collectif dans une classe. Il existe une version papier et normalement à la fin de l'année, on aura une version digitale du TEC 2. Je dois dire que ça fait plusieurs années que je dis ça, donc. C'est un instrument qui est très sensible aux différences individuelles. Il est nul en termes de production langagière. L'enfant n'a pas besoin de parler pour produire sa réponse. Il a juste à pointer des réponses possibles. Il est minimal en termes de compréhension langagière. On a essayé de réduire le plus possible le texte qui va avec le test. Parce que la recherche montre que le langage est un des meilleurs prédicteurs
de la compréhension des émotions chez les enfants tout venant. Il a été testé pour la fidélité, la validité par plein de différentes recherches. Il a été traduit jusqu'à présent en 27 langues. Alors ici, vous avez une liste des langues dans lesquelles il a été traduit. En jaune, c'est les langues auxquelles j'ai participé, la traduction. Quand il y a une petite étoile, c'est pour signaler des cultures, des pays qui sont considérés comme étant des cultures de l'Ouest, éduquées, industrialisées, riches et démocratiques. Je vais revenir sur ça dans quelques minutes, mais je lance juste une remarque là-dessus. Bon, le problème de la traduction est infernal. C'est extrêmement difficile. On a ici plein de techniques différentes. Les Italiens disent traduttore et traditore. Et c'est vrai, c'est très très difficile. Surtout des termes, bon surtout. Encore très difficile de traduire des termes émotionnels. La technique qu'on a maintenant, c'est de s'asseoir autour d'une table et puis on discute. Il y a des natifs dans les différentes langues et puis on discute point par point et on essaie de se mettre d'accord. Parce que aussi la chose importante, c'est de se mettre à la place de l'enfant dans les différentes langues. Donc c'est un travail assez compliqué. Le TEC est utilisé maintenant par des institutions cliniques, éducatives, de recherche à travers le monde. Les institutions cliniques et éducatives l'utilisent souvent pour introduire la topique des émotions auprès des enfants, parce qu'il y a certains enfants qui sont introvertis, qui ont de la peine à mettre des mots sur les émotions ou à parler des émotions. Et le TEC, c'est un livre d'histoire. Donc c'est là où tu racontes des histoires. Et l'enfant n'a pas besoin de parler, mais s'il veut, il peut parler. Donc c'est une espèce de réchauffement de la problématique émotionnelle. Les cliniciens l'utilisent souvent comme ça. Naturellement qu'on l'utilise aussi pour identifier s'il y a des problèmes spécifiques. Si l'enfant, dans sa compréhension des émotions, il a des problèmes, par exemple, à comprendre qu'il est possible de réguler les émotions au moyen de stratégies cognitives. Et aussi, on l'utilise pour comparer l'enfant à sa population de référence, parce qu'il a été tellement utilisé qu'il y a il n'y a pas eu des étalonnages classiques, mais des méta-analyses permettent d'avoir des échelles qui te disent qu'à cet âge-là, tu peux t'attendre à ce type de performance-là. Et puis bon, les chercheurs l'utilisent comme variable indépendante, dépendante, contrôlée, neutralisée. Il a été mis plus ou moins à toutes les sauces. Là, je vais vous donner quelques exemples du TEC. Par exemple, ça c'est une vignette qu'on utilise pour mesurer comment l'enfant comprend l'impact des émotions, comment l'enfant comprend la variation dans l'environnement et son impact sur les émotions. Donc, cette petite fille est poursuivie par un monstre. Comment cette petite fille se sent? Est-ce qu'elle se sent contente, bien, fâchée ou effrayée? Donc, l'enfant n'a pas besoin de répondre, il a juste besoin de pointer. Et la plupart des enfants, à 2-3 ans, ils n'ont aucune difficulté à dire effrayé. Mais de temps en temps, il y a des enfants qui donnent une autre réponse. Et durant la passation standard, on ne s'arrête pas là-dessus, mais on peut revenir à la fin et dire à l'enfant, ah, là, tu m'as dit, quand je te disais que la petite fille elle est poursuivie par un monstre, tu m'as dit qu'elle était contente. Et là, tu parles avec l'enfant et puis tu réalises des fois que l'enfant s'identifie non pas à la petite fille, mais au monstre. Ce qui est toujours intéressant pour des cliniciens. Un autre exemple, celui-là c'est un exemple un peu plus complexe, c'est un item qu'on utilise pour mesurer la compréhension que l'enfant a de l'impact des croyances sur les émotions. Alors on lui dit, ça c'est un lapin qui est en train de manger une carotte, il aime les carottes beaucoup. Derrière le buisson, il y a un renard. Le renard est caché derrière le buisson parce qu'ils veulent manger le lapin. Et on demande à l'enfant de remettre en place un système de vignettes qui peut bouger, de remettre en place le buisson, comme ça le lapin ne peut pas voir que le renard est caché derrière le buisson. Et à ce moment, on lui pose 2 questions. La première question, c'est
question de théorie de l'esprit au sens strict, de fausses croyances. Est-ce que le lapin sait que le renard est caché derrière le buisson? Et la plupart des enfants, jusqu'à l'âge de 3-4 ans, ils disent oui, il sait. Ils ont de la difficulté à comprendre l'ignorance du lapin, tandis qu'à l'âge de 4-5 ans, la plupart des enfants disent non, le lapin, il ne sait pas. Et là, on donne un feedback en général. On renforce positivement ou on corrige l'enfant. On lui dit, mais en réalité, le lapin, il ne sait pas. Et après, on lui pose la deuxième question. Comment il se sent, le lapin, maintenant? Est-ce qu'il se sent content, bien, fâché ou effrayé? Alors, jusqu'à l'âge de 4-5 ans, la plupart des enfants disent effrayé. Et à partir de l'âge de 5-6 ans, la plupart disent content. Donc, une chose qui est importante ici, c'est que beaucoup d'enfants peuvent reconnaître l'ignorance du lapin, mais quand on leur demande d'attribuer au lapin une émotion, ils l'attribuent comme si le lapin savait. Ils font pas la connexion entre l'ignorance du lapin et l'émotion du lapin. Et même quand ils disent que le lapin sait et qu'on le corrige, qu'on lui dit non, mais en réalité il ne sait pas, et qu'on lui demande comment le lapin sait, la plupart des enfants ils disent effrayé. Donc ça, on l'a étudié en long, en large. On pensait que c'était un artefact méthodologique. Et non, on ne connaît pas toujours l'explication, à vrai dire. Il y a des gens en Italie qui ont essayé de montrer, en suivant les traces de comment il s'appelle, Pasquale Leone, que c'était un problème de fonction exécutive, de empower, de mémoire de travail. Comment il s'appelle? Il travaille à Gênes. Mora. Yeah, Sergio Mora. D'autres ont montré que le langage, et c'est aussi un prédicteur de ce décalage, mais il n'y a pas de réponse claire. On ne sait pas très bien pourquoi les enfants peuvent reconnaître que le lapin ne sait pas, mais continuent à donner une réponse comme s'ils savaient. Pour nous, c'est difficile à comprendre le fait qu'ils ne font pas d'implication logique là. Un autre exemple d'item, c'est un item qu'on utilise pour mesurer la compréhension que l'enfant a de la différence entre l'expression et la réalité des émotions. Le fait qu'on puisse cacher ses émotions, ça c'est très très important parce qu'il comprend qu'il peut avoir une vie privée, que les parents ne sont pas tout puissants ou que les adultes ne sont pas tout puissants, qu'ils puissent comprendre tout. Dès l'âge de 2-3 ans, ils sont capables de simuler ça, mais c'est pas avant l'âge de 5-6 ans qui comprennent cette possibilité-là. Donc l'histoire, on dit à cet enfant, il y a la petite fille à droite qui se moque de la petite fille qui est à gauche, parce que la petite fille à droite, elle a beaucoup de perles, tandis que la petite fille à gauche, elle n'en a aucune. Mais la petite fille à gauche, elle veut pas montrer à la petite fille à droite comment elle se sent dedans. Et on demande à l'enfant comment la petite fille à gauche, elle se sent. Est-ce qu'elle se sent contente, bien, fâchée ou effrayée? Donc, jusqu'à l'âge de 4-5 ans, la plupart des enfants, ils vont dire contente. Ils ont de la peine, même s'ils sont capables de simuler des émotions, ils ont de la peine à faire la différence entre ce que tu exprimes et ce que tu ressens. Tandis qu'à partir de l'âge de 5-6 ans, la vaste majorité, ils ont aucune difficulté à dire que l'enfant se sent, par exemple, fâché. Un autre exemple, c'est la compréhension des émotions mixtes. Cette petite fille, elle regarde sa première bicyclette, elle ne sait pas aller à bicyclette, elle se demande si elle va se faire mal parce qu'elle ne sait pas rouler à bicyclette. Comment elle se sent quand elle regarde la bicyclette qu'elle a reçue pour son anniversaire? Est-ce qu'elle se sent contente, triste et effrayée, contente, effrayée ou effrayée? Donc, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, 8 ans, la plupart des enfants peuvent reconnaître qu'elles ressentent différentes émotions, mais pas en même temps. Ils ont de la peine à imaginer qu'elles puissent ressentir à la fois de la joie et de la peur. Tandis qu'à partir de l'âge de 8-9 ans, la grande majorité arrive à comprendre qu'on peut ressentir en même temps de la joie et de la peur. À nouveau, sans être psychanalytique, dès un très très jeune âge, les enfants expérimentent l'ambivalence. Mais il leur faut des années pour comprendre sa nature. D'ailleurs, il y a certains adultes qui n'arrivent pas à comprendre ça. Les premières études sur la compréhension des émotions étaient faites avec des borderline,
qui montraient qu'ils avaient extrêmement de difficultés à comprendre les émotions mixtes. Donc là, c'est une slide où vous avez les références du publisher, Frankfurt. Si jamais vous êtes intéressé, donc vous pouvez leur écrire directement. Donc maintenant, question jusqu'à présent ou ça va? Ça va? Okay. Donc maintenant, je vais vous présenter, comme on est ici à Genève, je me suis permis d'utiliser le mot stage. On dit stage? Oui, stage. Stade. Je me suis dit, j'ai le droit d'utiliser le mot stade ici, puis même de prononcer le nom de Piaget. Donc je vais présenter une hypothèse des 3 stades piagétiens du développement de la compréhension des émotions. Je trouve que ça sonne assez bien. Donc, quand on regarde 40 ans de littérature sur le développement de la compréhension des émotions, on voit que le développement, il est à la fois quantitatif. Avec l'âge, l'enfant connaît de plus en plus de composants, de dimensions des émotions, mais il est aussi qualitatif. Il connaît les émotions d'une façon de plus en plus différente avec l'âge. Piaget aurait dit de la périphérie jusqu'au centre. Il a écrit des livres sur la prise de conscience, l'abstraction, où il avait cette métaphore de la prise de conscience, c'est une prise de conscience du visible vers l'invisible à l'intérieur de l'individu et de l'objet. Donc on peut réutiliser cette métaphore pour expliquer le développement de la compréhension des émotions de l'enfant, du superficiel, du visible, jusqu'à l'invisible des émotions. Donc pour la première fois, on a fait une recherche vers 2002-2003 qui a montré que clairement entre l'âge de 3 ans et de 11 ans, il y a un développement très régulier de la compréhension des émotions, où l'enfant avec l'âge connaît de plus en plus de composantes, même s'il y a des différences individuelles très très importantes chez des enfants normaux. Mais malgré ces différences individuelles, on voit des effets développementaux très clairs. Mais l'autre résultat qu'on a trouvé, qui est beaucoup plus intéressant, entre guillemets, c'est que cette organisation, elle est organisée pas de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a un ordre dans l'émergence des composantes de la compréhension des émotions, et on a identifié 3 stades dans ce développement. Un stade qu'on appelait externe, qui émerge autour de 3-4 ans, un stade qu'on a appelé mental, vers 6-7 ans, et un stade qu'on a appelé réflexif, vers 9-10 ans. Et à chacun de ces stades, l'enfant apprend à maîtriser 3 composantes de la compréhension des émotions. Au premier stade, il est capable de reconnaître les émotions de base, sur la base d'expressions faciales, par exemple. Il est capable de comprendre l'impact de changements environnementaux sur les émotions. Et il est capable aussi de comprendre l'impact des désirs sur les émotions. Au deuxième stade, il comprend l'impact des souvenirs sur les émotions, l'impact des croyances sur les émotions, et la capacité aussi, il comprend la capacité de cacher ces émotions, la différence entre l'apparence et la réalité. Et puis, au troisième stade, il comprend les émotions mixtes, les émotions morales, et la capacité de réguler les émotions au moyen de stratégies cognitives. Donc, on a trouvé ce résultat il y a quelques années, et il a été répliqué par plein de différents laboratoires. On l'a répliqué encore une fois il y a 2-3 ans avec des collègues de Milano Bicocca. Dans cette figure, vous voyez à l'horizontale l'âge des enfants, à la verticale le nombre de composantes qui comprennent des émotions, et puis la première ligne, elle est là. La première ligne, c'est les composantes externes, réflexives. La ligne du milieu, c'est les composantes mentales, et la ligne du haut, c'est les composantes externes. Donc, on voit qu'il y a un développement de ces 3 groupes de composantes, avec une tendance à effet plafond pour les externes. Et ensuite, on a fait des analyses structurales qui montrent qu'il y a une organisation dans ce développement, c'est-à-dire que les composantes du premier groupe sont une condition nécessaire pour l'émergence des composantes du deuxième groupe, mais non suffisante. Et de la même façon, les composantes du deuxième groupe, du deuxième stade, sont nécessaires mais non suffisantes pour l'émergence des composantes du troisième groupe. On est en train de faire une méta-analyse avec Tang de l'Université normale de Pékin,
où il a collecté, comme le texte a été distribué à très grande échelle, il y a beaucoup de gens qui l'ont utilisé de façon standard, donc il a réussi à reprendre une centaine de papiers qui rapportaient plein d'études différentes, et là on voit qu'il y a un très clair développement de la compréhension des émotions entre l'âge de 3 et 11-12 ans. Il y a bien sûr des différences, mais il y a une tendance générale qui est assez claire, et c'est le même au niveau des groupes de composants, des composantes externes, mentales et réflexives. Donc j'espère qu'on va pouvoir bientôt soumettre ce papier. Mais donc on avait fait une première étude sur une centaine d'enfants, et bon, il y a eu des choses qui n'ont pas été répliquées ensuite, qu'on a dû changer. Si vous voulez, je pourrais revenir là-dessus. Mais il y a plein d'autres laboratoires qui ont indépendamment répliqué ce résultat. Alors, même s'il y a des j'ai jusqu'à quelle heure déjà? 30, d'accord. Même s'il y a un clair développement de la compréhension des émotions, même si ce développement il est organisé en stades, malgré tout, il y a des différences individuelles très très importantes. J'ai travaillé 2 ans avec Annick de Ribaud-Pierre, et j'ai été introduit à la réalité des différences individuelles, normales. Hein, c'est normal d'être différent. Et ces différences individuelles, elles sont pas spécifiques à ce composant-là ou à ce composant-là. En général, elles sont distribuées à travers tous les composants. Et elles sont observables très tôt dans le développement de l'enfant. Si tu vas dans un jardin d'enfants et que tu regardes les enfants jouer les uns avec les autres, tu vas voir que certains, durant 1 heure, ils vont produire 20, 30, 40 verbalisations émotionnelles. Tandis que les autres, qui sont pas mutiques, qui parlent tout autant, ils vont à aucun moment faire référence à une expérience, à un état émotionnel. Donc les enfants sont très différents dès le départ dans leur capacité à comprendre et à verbaliser les émotions. Il y a des enfants, si tu vois que l'enfant regarde un autre enfant jouer et pleurer, tu vas vers lui et tu lui demandes pourquoi il pleure. Il y a certains enfants qui vont venir avec une explication, tandis que d'autres n'ont aucune idée. Donc les enfants ne sont pas égaux devant les émotions. Et ces différences individuelles, normales donc, elles se retrouvent tout au long de la vie des enfants, en tout cas jusqu'à la fin de l'adolescence. On voit des différences individuelles très très importantes. Et aussi, elles sont très stables. Si tu mesures, par exemple, dans une classe d'enfants de 6 ans, leur compréhension des émotions, tu vas avoir une tendance générale, tu vas avoir les enfants autour de cette tendance générale, et si tu les testes 2 ans plus tard, tu vas voir que le niveau général de la classe a augmenté, qu'il y a encore des différences individuelles, et que les enfants qui étaient le meilleur en première année de l'école primaire, bon, je sais plus, ça a changé, à 6 ans, sont encore meilleurs à 8 ans. Et ceux qui étaient les moins bons, normaux, sont encore moins bons 2 ans plus tard. Donc les différences individuelles, elles sont stables au cours du temps. Ensuite, il y a énormément d'études, et à vrai dire, la plupart des études au départ étaient sur des populations cliniques, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses assez particulières. Il y a toute une série d'études avec des enfants, des individus aspergés ou à haut fonctionnement, qui montrent que même s'ils n'ont pas de retard langagier sur le plan syntactique, grammatical, sémantique et lexical, malgré tout, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre les émotions. Et même s'ils ont un niveau intellectuel acceptable, voire supérieur à la moyenne. Tandis que des enfants down, je ne sais plus comment on dit en français, il y a un mot qui me vient à l'esprit, mais je crois que c'est pas très gentil, donc je ne l'utilise pas. On dit down? On peut dire down. D'accord. Parce qu'il y en a un qui fait référence à de la géographie. Hein. Je ne sais pas si ça s'utilise encore. Non. Down syndrome. Des enfants down, ils ont souvent un niveau intellectuel bien plus bas que la moyenne, ils ont souvent des problèmes langagiers, mais au niveau de la compréhension des émotions, ils se débrouillent beaucoup mieux que des enfants aspergés ou high functioning. Donc ça, c'est tous les travaux de Baron Cohen qui l'ont montré. Les enfants sourds aussi n'ont pas de retard dans la compréhension des émotions
s'ils ont eu des implants cochléaires très tôt, ou si un des deux parents est un bon signer. Donc si le parent est sourd, c'est pas un problème, mais si le parent est un parent entendant et qu'il a eu de la difficulté à apprendre la langue des signes, pour différentes raisons, ça va avoir un impact sur le développement de la compréhension des émotions de l'enfant. Puis bon, il y a plein d'études qui montrent que les enfants avec des challenges, des défis physiques, mentaux, sociaux, peuvent avoir un retard sur la compréhension des émotions. Par exemple, certaines personnes avec des SLI, Specific Language Impairment, des problèmes spécifiques de langage, peuvent avoir un retard dans la compréhension des émotions, sauf si les aspects pragmatiques ne sont pas affectés. Les personnes avec un retard langagier intellectuel, en général, ont un retard aussi dans la compréhension des émotions. Les adolescents qui ont été abusés, physiquement, psychologiquement, sexuellement, ou qui ont été négligés, ont aussi un retard dans la compréhension des émotions. Les enfants de parents alexithymiques, si les deux parents sont alexithymiques, ça a un impact sur le développement de la compréhension des émotions de l'enfant. Et il y a toute une série de recherches maintenant qui montrent que les enfants qui viennent d'un niveau socio-économique bas peuvent avoir un niveau de compréhension des émotions plus bas. Mais je vais revenir là-dessus. En termes d'explication, alors là, il y a tout ce que vous voulez. On va dire qu'il y a deux grands groupes d'explications. Il y a celles qui font référence à l'expérience émotionnelle. C'est la qualité de l'expérience émotionnelle de l'enfant qui détermine le développement de sa compréhension des émotions, tandis qu'il y a un autre groupe qui va dire non, c'est la capacité intellectuelle de l'enfant à penser les émotions qui va déterminer sa compréhension des émotions. Donc là, j'ai essayé de faire un tableau qui résume un petit peu, qui fait un mapping de ces différentes théories. Donc les deux reconnaissent l'existence de l'autre, c'est-à-dire personne ne va dire que l'expérience émotionnelle n'a aucun impact, même si la personne est un cognitiviste et vice-versa. Les gens qui mettent l'accent sur l'expérience émotionnelle reconnaissent l'impact de l'intelligence et du langage. Et dans les deux modèles, celui que j'ai appelé intelligent et heureux, ils font la distinction entre des facteurs liés à l'enfant et des facteurs liés à la famille ou à l'école. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est pas le but de l'exposé aujourd'hui, mais ce que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit, c'est que les expressions elles peuvent être cognitives, émotionnelles, elles peuvent être liées à l'enfant, mais aussi à l'environnement social plus ou moins proche ou lointain de l'enfant. La culture étant le niveau le plus macro. Je voulais partager avec vous un résultat qu'on vient d'obtenir. On a fait une étude avec Alexander Veraksa de Lomonosov pour voir si le confinement avait eu un impact sur le développement de la compréhension des émotions de l'enfant. Donc dans l'image de gauche, ici, vous avez des enfants qui ont été mesurés avant le confinement, avant la pandémie, à l'âge de 5 ans et de 6 ans, et aussi vous avez un développement qui est très clair, qui est pas de surprise, on sait que ça se passe comme ça. Mais là, vous avez un autre groupe d'enfants qui a été mesuré avant la pandémie et durant la pandémie. Et on voit ici que le développement est beaucoup moins important. Et ça impacte de la même façon les garçons et les filles. Et là, maintenant, on va attendre encore une année pour faire un follow-up, pour voir s'ils sont toujours en retard ou s'ils ont rattrapé les enfants contre eux. Donc ça, c'est un résultat qui est pas encore publié. Une dernière chose que j'aimerais discuter avec vous, c'est que la recherche montre que la compréhension des émotions a l'impact non seulement sur les compétences sociales de l'enfant, mais aussi sur son bien-être psychologique. Il y a toute une série de recherches qui montrent que les enfants qui ont une bonne compréhension des émotions sont ceux qui ont le plus d'amis réciproques, qui sont le plus populaires, spécialement avec leurs enseignements, qui sont plus capables de coopérer avec d'autres enfants, à résoudre des conflits, qui montrent le plus d'empathie vis-à-vis des autres et qui montrent le moins de comportements antisociaux.
La recherche montre aussi que les enfants qui ont une bonne compréhension des émotions ont un niveau de self-esteem, d'estime de soi plus élevé, sont moins anxieux, moins déprimés, moins fâchés, sont attachés de façon plus sécure au principal, à la mère, et qui sont capables de réguler les émotions de façon efficace. Et maintenant, il y a un troisième groupe de recherche, depuis une dizaine d'années, qui montre que la compréhension des émotions a un impact sur la performance scolaire parce qu'elle a un impact sur l'attention et la métacognition de l'enfant. Donc, la compréhension des émotions, c'est pas juste un machin qu'on étudie en laboratoire, c'est quelque chose qui est lié au monde réel, aux compétences prosociales et au bien-être psychologique et à la performance scolaire des enfants. C'est pour ça qu'il y a eu plein de programmes d'intervention maintenant qui essaient de développer cette compétence. Donc, si j'essaie de résumer ce que j'ai dit jusqu'à présent, entre l'âge de 2, 3 et 11, 12 ans, il y a un développement à la fois qualitatif et quantitatif de la compréhension des émotions. Les enfants non seulement connaissent plus sur les émotions avec l'âge, mais ils le connaissent de façon différente, et cette façon, elle est organisée en 3 stades. Externe, mental et réflexif. C'est ce que j'appelle aujourd'hui l'hypothèse des 3 stades piagétiens. Il y a des différences typiques et atypiques dans ce développement. Ce qui est très important de garder à l'esprit, c'est que parmi les enfants typiques, il y a des différences individuelles, et ça c'est tout à fait normal. L'explication des différences individuelles et des changements au cours du temps de la compréhension des émotions, elle est cognitive, affective, elle est individuelle, mais elle est aussi sociale. La compréhension des émotions a un impact sur le bien-être psychologique, sur les compétences prosociales et sur la réussite scolaire. Qu'en est-il de la culture quel impact la culture a sur le développement de la compréhension des émotions? C'est ce que je vais essayer de discuter avec vous maintenant. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des questions? J'avais un prof qui s'appelait Guy Sellerier, qui disait, quand les gens ne répondent pas, c'est soit que ça a été tellement trivial et clair qu'il n'y a rien à dire, ou que c'est tellement incompréhensible qu'on ne sait pas par où commencer. Bon, j'imagine qu'il y a une position entre les deux, mais... Je n'aurais plus bien, mais tout à l'heure. Tout à l'heure, ok. Let's continue. Yes, ok. So, est-ce que les 3... j'adore dire ça. Est-ce que les 3 stades piagétiens du développement de la compréhension des émotions, c'est universel? J'ai pas le droit de dire ça en dehors d'ici. Non, je peux le dire, bien sûr, mais c'est très particulier. Mais j'y crois, hein. Donc, l'impact de la culture sur la compréhension des émotions de l'enfant. Alors, c'est une étude qui a été faite il y a quand même pas mal d'années, mais je pense qu'elle est toujours valide aujourd'hui. En psychologie de développement, 90% des travaux en psychologie de développement viennent des pays des weird, that means Western educated, industrialized, rich and democratic. Les pays occidentaux, on va faire court comme ça. Tandis que seulement 10% viennent des autres pays. Donc il y a un monopole de l'Occident sur la recherche en psychologie du développement. L'Occident représente 15% de la population mondiale. J'ai regardé aujourd'hui, on est 7 950 millions de personnes, et le reste du monde, 85%. Donc on peut imaginer que ça, c'est un biais sur la façon dont on comprend le développement de la compréhension des émotions et comme on comprend l'impact de la culture sur le développement de la compréhension des émotions. Donc, on est très ethnocentré du fait de l'approche, on va dire, quasiment impérialiste de la recherche occidentale en psychologie du développement. Je ne sais pas si c'est le cas dans les autres champs de la psychologie, mais j'imagine que c'est le cas aussi. Donc, quand on regarde un petit peu la littérature, là, je fais référence à une étude qui est assez ancienne, mais je pense qu'elle est encore assez valide, de Mesquita. Il y a un accord sur le fait que la culture, elle a un impact sur l'expérience émotionnelle, c'est-à-dire, selon la culture, la même émotion, elle peut être causée par différentes causes et elle peut avoir différentes conséquences. Ou différentes émotions peuvent avoir la même cause et peuvent avoir la même conséquence. Donc, il y a des différences culturelles très importantes dans l'expérience émotionnelle, aussi dans l'expression verbale ou non verbale. Par exemple, saudade,
duende sont des expressions portugaises et espagnoles extrêmement difficiles à traduire dans une autre langue sans faire des très longues phrases. En Norvège, il y a une expression où on dit skadefryd. C'est de l'allemand, c'est germanique, c'est-à-dire tu te réjouis du déplaisir de l'autre. Donc on peut le décrire. Je dis pas que dans les pays latins les gens n'ont pas du plaisir à la mésaventure de l'autre, mais il n'y a pas de mot. Tandis qu'en Norvège, je crois qu'en Allemagne aussi, il y a un mot pour ça. Il y a aussi des différences culturelles très importantes sur le contrôle de l'expression des émotions. J'ai souvent des doctorants chinois et il m'a fallu du temps pour être capable de lire leurs émotions parce que ils viennent d'une société extrêmement collective, hiérarchisée et où on réprime l'expression. Tandis que moi, je viens d'une culture qui est très expressive sur le plan émotionnel. Donc, ça prend du temps à pouvoir lire les émotions des autres quand les gens contrôlent à différents degrés leurs émotions. Puis aussi sur la régulation émotionnelle. Il y a les cultures nordiques sont des cultures collectives à certains côtés, mais qui promeuvent l'indépendance aussi. Débrouille-toi toi-même, ça c'est très important. Donc il n'y a que les enfants qui demandent l'aide des autres pour réguler leurs émotions. Et ils la reçoivent, hein. Mais dépendant d'une culture à l'autre, tu feras plus appel à des approches plutôt cognitives ou sociales pour réguler tes émotions. Il y a un accord sur le fait que la culture a un impact sur les émotions à travers ce qu'on appelle les valeurs culturelles. Et les valeurs culturelles sont une des causes des différences culturelles. Il y a une catégorisation des cultures en termes de collectif versus individuel, en termes de culture hiérarchique et égalitaire, des cultures où il y a une différenciation des genres très grande, tandis que d'autres ont tendance à réduire ces différences. Il y a des cultures qui sont très permissives dans l'expression des émotions, tandis qu'il y en a d'autres qui interdisent quasiment l'expression de toute émotion spécialement déplaisante. Par contre, il y a un désaccord, donc tout le monde reconnaît que la culture a un impact sur les émotions. Je ne parle pas de la compréhension des émotions encore, hein, mais sur les émotions, mais il y a un désaccord sur la taille de l'impact. Et en fin de compte, c'est la question du verre d'eau. Alors, il y a certaines personnes qui ont plutôt une approche plutôt piagétienne et universaliste, qui considèrent que les similarités qu'on observe d'une culture à l'autre sont plus importantes que les différences, et qui disent aux anthropologues et aux ethnologues, à force de regarder l'exotique, vous ratez l'évidence. Donc ça, c'est une approche qui est encore très très dominante dans le champ de la psychologie du développement, en tout cas dans le champ de la compréhension des émotions. Puis il y a une approche qui est plutôt vygotskienne, où on dit qu'il y a plus de différences que de similarités d'une culture à l'autre, et qui critique fortement l'impérialisme des pays occidentaux dans la recherche sur le développement de la compréhension des émotions, et sur les émotions en général. Donc, deuxième résumé, la plupart des recherches sont conduites dans les pays occidentaux. Il y a quand même pas mal de recherches interculturelles. La culture a un impact sur les émotions, sur l'expérience, sur l'expression, sur le contrôle. Les valeurs culturelles pourraient expliquer cet impact. Des sociétés collectives versus individualistes, égalitaires versus hiérarchiques, etc., ont une vision, des valeurs différentes sur les émotions. Là où il y a un désaccord, c'est l'orientation et la taille des différences et des similarités. Alors, quel est l'impact de la culture sur la compréhension des émotions? Parce que là, jusqu'à présent, ce dont j'ai discuté, c'est sur les émotions, mais pas sur sa conceptualisation chez l'enfant. Alors là, il y a très très peu d'études qui ont été faites, interculturelles, sur l'impact de la culture sur la compréhension des émotions. Moins de 2% si on utilise une base de données comme PsycInfo. Certaines études trouvent des développements similaires d'une culture à l'autre. Quand je dis culture à l'autre, c'est pas tellement à l'intérieur des cultures occidentales, mais c'est occidentale, Afrique occidentale, Asie occidentale, Amérique latine. Certaines études trouvent qu'il y a des différences,
Et certaines études trouvent qu'il y a des différences et des similarités. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu un champ de bataille. Mais c'est normal. Hein. On est en train d'avancer et c'est difficile d'avoir une représentation claire de ce qui se passe. Alors bon, il y a toujours la référence classique. Comment il s'appelle déjà? Non, à Ekman. Tous les gens qui suivent les traces de Darwin et de Ekman auront tendance à développer un discours universaliste et qui disent que où que tu sois dans le monde, tout le monde va pouvoir reconnaître 4, 5, 6 émotions de base. Mais bon, c'est controversé. Il y a beaucoup d'études qui comparent, par exemple, les enfants chinois, japonais ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée avec de Papouasie-Nouvelle-Guinée avec des enfants occidentaux et qui ont montré qu'il y a des similarités énormes. C'est-à-dire, par exemple, dans l'utilisation et l'émergence de termes mentaux, dans la compréhension de l'impact des souvenirs sur les émotions, dans la compréhension de la distinction entre l'apparence et la réalité des émotions. Il y a toute une série d'études qui montrent que l'émergence de ces différentes compréhensions apparaissent plus ou moins en même temps dans ces différentes cultures et sociétés. Avis et Harris ont été parmi les premiers à faire une étude interculturelle et ils ont montré que, vous vous souvenez l'histoire du lapin et de la carotte? Ils ont fait la même chose, pas avec un lapin et une carotte, mais avec des calebasses et puis des fruits. Et ils ont montré que des enfants pygmées qui vivaient dans la forêt du Cameroun, qui n'étaient pas complètement isolés, hein, ils avaient du contact avec le monde extérieur, mais relativement peu, suivaient les mêmes stades que les stades que je vous ai présentés dans leur compréhension de l'impact de la fausse croyance sur les émotions. D'abord, les enfants ne comprennent pas l'ignorance, la fausse croyance, et ils attribuent les émotions en fonction de ça. Ensuite, ils comprennent la fausse croyance, mais ils continuent à attribuer les émotions comme si l'enfant savait. Et ensuite, ils comprennent la fausse croyance et ils attribuent les émotions en fonction de la fausse croyance. Il y a toute une série d'études avec des enfants chinois qui montrent qu'en réalité, il y a des différences. Par exemple, Wang a montré que les enfants chinois ne comprennent pas de la même façon l'impact de changements environnementaux sur les émotions. Et l'explication, c'est que la société chinoise, je ne sais plus si elle existe d'ailleurs celle-là, du fait qu'elle est collective et qu'elle met en avant la stabilité et le bien-être du groupe, a une compréhension des émotions qui est différente que les sociétés plus individualistes comme celle des Européens d'Amérique du Nord. Joshi et McLean ont montré que des filles indiennes qui viennent d'une culture plus collective sont meilleures pour comprendre la différence entre l'apparence et la réalité des émotions que des filles du même âge du Royaume-Uni. Winden n'a pas répliqué les travaux de Avis et Harris. Elle a montré qu'il y avait un très grand décalage chronologique. Alors, pas exactement sur le même groupe d'enfants pygmées baka sur des mots mais elle n'a pas pu répliquer ces résultats. En réalité, ça dépend sur quoi on met l'accent. En 2004, on a fait une étude avec Harriet Tannenbaum, avec des enfants quechua de l'Altipano du Pérou. Et puis, ici, ils étaient divisés en deux groupes, un groupe de jeunes enfants de 4-7 ans, je crois, et puis ici, un groupe plus âgé de 8, 9, 10 ans. Ici, vous avez le niveau de compréhension des enfants quechua. Ici, le niveau des enfants du Royaume-Uni. Les enfants quechua vivaient dans une communauté paysanne où il fallait marcher 2 jours pour arriver là-bas. Il y avait de l'électricité, mais c'était un générateur, donc ils n'étaient pas déconnectés, mais ils étaient très isolés. Donc, il semblerait qu'il y a un retard dans le développement de la compréhension des émotions, mais quelque chose qui n'est pas représenté ici, c'est que la chronologie des composantes, elle était quand même assez similaire. Donc ça dépend sur quoi tu veux mettre l'accent. Et à vrai dire, ça c'était un des arguments que Piaget utilisait pour contrer les critiques culturelles.
les gens disaient non, le stade sensoriel-moteur, c'est pas à cet âge, le sous-stade 4B de je sais pas quoi, c'est pas à cet âge-là. Ils disaient non, mais c'est vrai, c'est pas à cet âge-là. Mais l'ordre d'émergence des différents stades et des différents sous-stades a été très similaire d'une culture à l'autre. Donc, les résultats en ce qui concerne l'impact de la culture sur le développement de la compréhension des émotions sont encore assez inconsistants. Il y a certaines études qui montrent qu'il y a des différences, d'autres qui montrent qu'il n'y a pas de différence. Il y a très peu de composantes, à vrai dire, de la compréhension des émotions qui sont étudiées chez les mêmes enfants. En général, c'est 1, 2, 3 maximum. Les méthodes qui sont utilisées sont souvent très différentes, ce qui fait que c'est très difficile de comparer les résultats. Et souvent, les gens travaillent soit avec des groupes de jeunes enfants, soit avec des groupes d'enfants plus âgés. Et puis, quand ils comparent les différentes cultures, le matching au niveau de l'âge et du sexe est souvent assez mauvais. Donc, la question à laquelle je vais essayer de répondre maintenant avec vous, et je vais finir là-dessus dans un petit moment, c'est comment les performances des enfants au TEC, donc qui mesurent toute une série de composantes des émotions, se développent entre l'âge de 2-3 ans d'une culture à l'autre. Alors là, en 2017, on a fait une étude avec Tang, où on a comparé un sous-groupe d'enfants chinois, anglais, allemands et italiens, et on a regardé le ranking de succès des différentes composantes de la compréhension des émotions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui montre, c'est que les composantes externes et réflexives semblent se comporter de la même façon dans les différentes cultures. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour les références mentales. Là, c'est un peu plus désordonné. Mais pour les deux stades extrêmes, ça marche assez bien. L'échantillon était assez petit, le matching au niveau de l'âge n'était pas très très bon, et donc ça c'était une première étude qui semblait plutôt pousser vers l'idée qu'il y a plus de similarités culturelles que de différences culturelles dans le développement de la compréhension des émotions. Ensuite, on a fait une autre étude avec des collègues de l'université de Cracovie, où cette fois-ci on a utilisé une méthodologie un peu plus stricte, des matchings un peu meilleurs. Et puis là, donc, on a fait une étude en Pologne, en Angleterre et en Italie. Et puis là, ce que je vous demande de regarder, et on a fait une analyse cluster, comment on appelle ça? Le cluster, voilà. Alors là, si vous regardez, ces composantes-là, de base, elles sont souvent tronquées en premier dans les trois cultures. Là, il y a une exception, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Les composantes du deuxième groupe aussi, elles sont ici, là et là. Et les composantes du troisième groupe, elles sont ici. Donc, mis à part chez les enfants anglais, qui a une étude originale, et là, l'échantillon était très petit, ce qui fait que chaque enfant avait un poids énorme. Mis à part l'étude colorblind, alors je vois plus les couleurs maintenant. Attends, là, oui, ouais, où il y a une permutation. Tous les autres suivent le même ordre d'émergence. Donc là, la méthodologie, elle est beaucoup plus propre et les résultats sont beaucoup plus solides, je dois dire. Donc là, il y a des similarités entre cultures qui sont plus grandes que les différences. Mais naturellement, la question, c'est est-ce que ces similarités, elles sont culturelles ou socio-économiques? Parce que la plupart des études que nous on fait dans les pays occidentaux, c'est avec des enfants de la classe moyenne, ou bien on neutralise le niveau socio-économique par hasard, avec la chance. Alors, est-ce que les différences ou les similarités culturelles, est-ce qu'elles sont culturelles ou est-ce qu'elles sont socio-économiques? C'est ce que je vais essayer de discuter avec vous maintenant. Comme j'ai dit, il y a très peu d'études sur l'impact du niveau socio-économique. La plupart du temps, le niveau socio-économique, il est contrôlé, la classe moyenne, ou il est neutralisé par chance. La plupart des études sur l'impact du niveau socio-économique dans les pays occidentaux montrent qu'il y a un impact. Il y a très peu d'études qui essaient de combiner la différence culturelle et la différence socio-économique pour voir quelle est la contribution de ces deux groupes de variables. Et les résultats ça va dans tous les sens. C'est-à-dire, il y a 3-4 études, chacun montre une chose différente. Ça, c'est 1 heure, donc il me reste 15 minutes, c'est ça, hein?
Et certaines de ces études ont le même type de limitation que j'ai évoqué tout à l'heure. Et en plus, elles font quelque chose, c'est que pour comparer, par exemple, la culture brésilienne, ils utilisent à la culture, par exemple, italienne, ils utilisent des données italiennes publiées. C'est-à-dire, c'est pas des comparaisons au niveau individuel. Donc, ce qu'on a essayé de faire, ça c'est aussi des résultats très récents. On est retourné dans l'altiplano peruviano, on a remarché dans la montagne, et on a testé des enfants dans deux communautés différentes. Une qui était considérée comme pauvre, avec les standards de péruviens, et l'autre considérée comme étant de classe moyenne. Alors, Cuyo Grande, c'est la ligne noire, et qui était classe supérieure, on va dire. Et Pampalacta, c'était la communauté pauvre. Et là, vous avez l'âge des enfants et le niveau de compréhension des émotions. Et là, on voit d'abord qu'il y a un effet d'âge, qu'il y a un niveau de socio-économique, et qu'il y a une interaction entre l'âge et le niveau socio-économique. Chez les jeunes enfants, il n'y a pas de différence entre les enfants de classe moyenne et de classe inférieure, mais avec l'âge, cette différence, elle augmente. Donc, et ça, c'est à l'intérieur du même groupe. Ensuite, ce qu'on a fait, on a comparé ces résultats à une compilation de recherche dans les pays occidentaux. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on dirait qu'il y a quelque chose de similaire, mais ce n'est pas significatif dans les pays occidentaux, où quand ils sont jeunes, le niveau socio-économique n'a pas d'impact, mais quand ils deviennent plus vieux, ça a un impact. Mais ce n'est pas significatif. Et là, je pense qu'il y a des systèmes éducatifs très très différents. Dans les pays nordiques, tout le monde va à l'école publique. C'est une école très normée. En Espagne, si tu peux mettre ton enfant à l'école privée, tu le mets à l'école privée. Donc là, le système éducatif, il est assez différent. Mais là, ce qu'on voit, c'est que même les enfants de la classe moyenne péruvienne n'arrivent pas à rattraper, entre guillemets, les enfants des pays occidentaux, même quand ceux-ci sont dits pauvres. Une chose qui n'apparaît pas là, mais qu'on est en train d'analyser, c'est que la chronologie, elle est très très similaire, quel que soit le groupe. Donc, c'est-à-dire, la culture, le niveau socio-économique a un impact sur l'émergence, mais pas sur la chronologie des composantes de la compréhension des émotions. Donc, si j'essaie de résumer ce que j'ai dit jusqu'à présent, il y a 3 stades piagétiens dans le développement de la compréhension des émotions de l'enfant. Ces stades semblent universels quand on regarde des études comme ça interculturelles. Avec l'âge, l'enfant, non seulement il sait plus, mais il le sait d'une façon différente et de façon organisée. Aussi bien le niveau socio-économique que la culture ont un impact spécifique, quel que soit l'âge. L'impact de la culture est presque aussi important parfois que l'impact de l'âge, mais il est plus fort que l'impact que le niveau socio-économique. L'impact du niveau socio-économique semble augmenter avec l'âge. Plus l'enfant est vieux, plus les différences socio-économiques vont faire des différences. Mais là, il faut faire très attention parce qu'il y a des différences énormes. C'est des premiers résultats qui sortent. Hein. Le futur, plus de données. Hein, il faut vraiment beaucoup plus de données. Il faut rajouter d'autres variables dans les analyses. Par exemple, l'identité culturelle, parce que on dit les enfants suisses, les enfants anglais, etc., etc. Mais à vrai dire, on n'a aucune idée de l'identité culturelle de ces gens-là. Il y a une très très grande diversité. Il y a des identifications qui sont très différentes. Donc, je pense que c'est très important d'avoir une mesure de l'identité culturelle des participants, des enfants à ces recherches. Il faudrait, si possible, ajouter des composantes non occidentales, mais ça c'est extrêmement difficile. Par exemple, tout le monde connaît ce travail de Matsuda. Je sais pas si on voit très très bien. Ici, tu as un enfant qui sourit, hein, et dans le background, dans une condition
tu as des enfants qui ne sourient pas, qui ont l'air vraiment sérieux, et dans la deuxième condition, tu as des enfants qui sourient. Et au Japon, ça a énormément d'influence. Ils auront tendance à dire que l'enfant qui est là, il est moins heureux. Tandis que dans les pays occidentaux, quels que soient les gens qui sont derrière toi, s'ils tirent la tête ou pas, ça n'a aucune influence sur ta capacité à dire ce que l'enfant principal sur la photo ressent. Donc, idéalement, il faudrait pouvoir introduire ce genre de mesures qui viennent de pays non occidentaux. Au département, j'ai un collègue qui est un spécialiste mondial de la joie, de happiness, et qui est reconnu pour ça et qui fait des études internationales et qui montre que la Norvège, le Danemark, les pays scandinaves sont souvent au top. C'est les pays où les gens sont les plus heureux. Et puis, j'ai demandé un jour, mais est-ce que tu connais des collègues en Chine qui font des études similaires? Est-ce qu'ils retrouvent le même résultat? Est-ce qu'ils retrouvent que la Norvège, le Danemark et la Suède sont au top des pays les plus heureux? Donc, nous, on est frappé d'un ethnocentrisme terrible et on a tendance à utiliser notre norme comme la norme. Alors, ce que moi j'essaie de dire là, c'est que, bon, c'est très difficile d'intégrer d'autres cultures, d'autres perspectives, mais il faut au moins essayer, ou en tout cas réfréner des généralisations. Il y a beaucoup de choses à faire aussi encore pour le futur. Je pense qu'on peut, dans des sociétés où il y a de plus en plus de mouvements, on pourrait regarder la compréhension des émotions chez les enfants migrants, dans les sociétés occidentales ou non occidentales, de la première, de la deuxième, de la troisième génération, de voir si leur identité culturelle permet d'expliquer leur compréhension des émotions, et de faire de plus en plus d'études intra-occidentales, mais aussi intra-africaines, intra-sud-américaines, intra-asiatiques. Je pense que c'est quelque chose qui serait très profitable. Il y a une chose que j'aimerais que vous preniez aussi de la discussion aujourd'hui, c'est d'avoir systématiquement des mesures individuelles des valeurs culturelles. Parce que quand on dit les Chinois ils sont comme ci, ils sont comme ça, mais en réalité cette Chine-là, je me demande si elle existe encore. J'ai des collègues à Shanghai, Beijing. Le collectivisme chinois, je me demande s'il n'a pas disparu. Donc 2000 ans de tradition, en 30 ans, ça a peut-être disparu. Mais ce que j'essaie de dire là, c'est que je pense que c'est très important qu'on fait de la recherche interculturelle, d'avoir une mesure directe des valeurs culturelles, de l'identité culturelle des participants. Parce que je suis sûr qu'en Chine, il y a des gens qui sont très collectifs, mais il y a des gens qui sont aussi très individualistes. Donc, et en Suisse, c'est la même chose. Et donc, je pense que ça pourrait faire une contribution significative que d'introduire dans toutes les recherches culturelles des mesures individuelles des valeurs culturelles. Et ensuite, je voudrais finir sur cette question. Est-il possible de répondre à la question de l'impact de la culture sur la compréhension des émotions des enfants sans être ethnocentrique? C'est un peu déprimant, mais c'est la question que j'aimerais partager avec vous, avec l'espoir peut-être que vous pourrez me fournir une réponse. Merci beaucoup. Ça fait écho à des collègues qui ont posé, qui ont dans le premier séminaire où ils ont étudié par exemple tout ce qui était les troubles autistiques, mais en Équateur justement avec la question de nous nos normes occidentales avec les détections, par exemple je regarde les yeux, pas les yeux tout ça, et puis du coup dans une autre culture et quels étaient les signaux détectés, et eux-mêmes trouvaient des différences suivant si c'était haut plateau, moyen plateau, genre urbaine. Donc ça va complètement dans ce que tu dis. D'abord bravo d'avoir participé de si près au développement de la théorie des émotions, comme on appelle ça maintenant, la théorie de l'esprit. Je me rappelle avoir eu des grandes discussions avec Paul Harris il y a un certain nombre d'années de ça. Donc vous avez multiplié. Alors ça me fait rêver. Mes félicitations, c'est le nombre de données que vous avez réussi à obtenir en allant. Ça, je crois que c'est typique de ce qui peut se faire de nos jours en ayant des communications à distance, etc. Donc qu'est-ce que tu nous as dit aujourd'hui?
En fait, tu nous as dit clairement, je trouve, que les stades piagétiens sont universels, les tiens entre guillemets par rapport aux autres. Tant mieux s'il y a un domaine où ça se trouve comme ça. On pourra discuter, mais hors. Oui, on a 10 minutes. Hein. Exactement. On pourra discuter sur ce que tu as dit, et ça, ce serait une question de ma part. Pourquoi pas Pascal Léonet? Parce qu'effectivement, je pense qu'il a un tout petit peu plus il aurait plus à dire là-dessus que Piaget ne l'avait. Mais c'est très intéressant, et je me rappelle, à l'époque, ce sera ma première question, d'avoir demandé à Flavel pourquoi il citait jamais Piaget. Donc, je trouverais dommage, et tu me permets le commentaire plutôt que la question, je trouverais dommage que tu ne cites Piaget que ici parce que tu es aux archives, aux anciennes archives, avec le nom de Piaget. Ce serait dommage, parce qu'on a l'impression d'un cercle plutôt que d'avoir une spirale qui monte comme dans d'autres sciences, on a l'impression d'un cercle. Qu'est-ce que tu penses de cet avis? Alors, je me suis mal exprimé. J'utilise ici le terme de stage, de stade, plutôt que d'étape, parce que c'est un terme qui est moins, qui est plus consensuel. Piaget, je le cite alors, sans aucun problème. Je me souviens, quand j'étais étudiant ici, à l'intérieur, il y avait certaines personnes qui fusillaient Piaget, mais quand ils étaient à l'extérieur, ils fusillaient tout le monde qui osait fusiller Piaget. Donc, moi, j'ai pas cette attitude-là, mais non, j'ai aucune difficulté à promouvoir la pensée de Piaget ou la pensée néo-piagétienne de Pasquale Leone, mais par exemple aussi de Robbie Case. Robbie Case, il a développé une théorie du développement des émotions chez l'enfant. Souvent, c'est un petit peu une hyper-généralisation du modèle original. Donc, on fait rentrer les choses dans le modèle. Ici, ça a été vraiment dans l'autre sens. J'avais pas du tout l'intention de faire la démonstration de l'existence d'étapes ou de stades ou de structures dans le développement de la compréhension des émotions, mais ça s'est présenté comme ça. Et bon, au début, on y allait avec des pincettes, parce que c'était quand même très peu d'études, mais quand les gens autour de nous ont commencé à répliquer ça, on a osé dire qu'il y avait des étapes dans le développement de la compréhension des émotions, et puis, j'utilise pas le terme stade, mais je pourrais très bien recommencer à l'utiliser après tes encouragements. Merci bien. Est-ce que, du coup, il y a d'autres questions? Nous, on se demandait, est-ce que toi, t'as creusé, parce qu'on commence à travailler dessus pour les déficients visuels. Oui. Parce que tous les tests sont dédiés avec modalité visuelle. Ouais. Et du coup, on essaye de mettre au point, justement, de comment fabriquer, identifier toutes ces compétences émotionnelles, mais chez les personnes qui n'ont pas la vue. Donc, est-ce que toi, t'as des choses là-dessus? Comment? Parce que tu vois, tous les tests que tu proposes, comment on les propose à des aveugles? Ouais, je vois. Et ça, c'est hyper compliqué. J'imagine, ouais. Non. Il y a rien qui me vient à l'esprit à part la prosodie. Ouais. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Je me souviens, il y a longtemps, Klaus Scherer, avec un couple allemand, je me souviens plus comment il s'appelle, il travaillait énormément sur la prosodie, c'était très très intéressant. Je trouvais ça très intéressant. Je sais pas si, l'autre chose qui me vient à l'esprit, c'est posture, mouvement, tactile. Mais bon, alors là, ça commence à être des défis méthodologiques. Parce que justement, la population déficiente visuelle a des problèmes, a des grandes difficultés justement à identifier, à entrer, sur tout ce qui est émotionnel. Ouais. Partout ils disent que c'est beaucoup plus difficile, évidemment. Ouais. Et donc du coup, ils sont hyper intéressés pour essayer de trouver, déjà de trouver des outils qui étudient le développement, et puis alors après, intervention et tout ça. Et justement, pour passer par les autres canaux, et vraiment, nous, on est là-dessus, et c'est très compliqué, en fait. C'est évidemment, en plus, il y a en fonction des troubles et des choses comme ça. Ouais. Bon, en imaginant qu'ils sont que aveugles. Voilà, ce qui est déjà compliqué. La prosodie,
J'imagine aussi un contact physique. C'est un indice, le tonus musculaire. Mais là, vraiment, c'est terra incognita. Je me lance à l'eau sans savoir exactement combien de requins dans la piscine. Tout parce que tu vois, l'impact, tout le test, il est basé sur une modalité visuelle. Ouais, que visuel. Donc, du coup, ça, c'est aussi c'est pas d'ethnocentrisme, mais c'est du visuel centrisme. Ouais. Et en fait, peut-être que tu prendrais toutes les autres émotions, mais tu mettrais d'autres prosodies, tout ça. Ouais. Peut-être t'aurais pas. Alors justement, ça permettrait de tester si le modèle il se développe de la même façon, indépendamment de tout ça. Ouais. Je connais un petit peu les travaux chez les enfants sourds, mais chez les enfants aveugles, je sais qu'il y a des gens qui ont utilisé le TEC, comment ça s'appelle, l'INSERM en France, avec des syndromes très sérieux. Où il y avait des déficits visuels, mais ils m'ont pas posé la question. Donc, ça veut dire que le déficit visuel n'était pas aussi avancé qu'il leur empêchait d'utiliser l'instrument. Mais ça, c'est une bonne question, passer par une modalité. Et alors après, on a aussi la question, au repas, tu pourras, Talia étudie tout ce qui est le polyhandicap. Donc, du coup, avec des personnes qui ont juste la motricité oculaire fonctionnelle. Ouais. Et du coup, là, c'est intéressant parce que du coup, comment penser le développement de leur cognition. Ouais. Et là, c'est leur total inconnu. Ouais. Donc, des choses comme ça, tu vois. Je dois dire que les développements, les situations atypiques, je m'y intéresse comme variable indépendante, si j'ose dire. Donc, mais je me souviens, Annie, je pense qu'elle le connaît, il y a un monsieur qui s'appelait Jean-Louis Paour, qui avait essayé de développer des méthodologies adaptées, en tout cas des enfants trisomiques, à des enfants polyhandicapés. Donc, je pense que c'est une bonne personne aussi. Il travaillait à l'université Aix-Marseille 14, je sais plus, de ces universités. Il doit être maintenant, il doit être jubilé, je pense. Il doit être quoi? Il doit être à la retraite. Jubilé, c'est joli. Oui. Mais lui, il pourrait donner des indices parce qu'il a essayé vraiment, entre autres, les tâches piagétiennes, qui sont quand même beaucoup de tâches visuelles. Peut-être il a des tips. Merci bien.